Salut à toi, pensée du jour numéro 190 ou 190, suivant d'où tu m'écoutes. Je parle de remise en question des connaissances et des croyances et du savoir. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais qui est extrêmement difficile à faire aussi, étant donné que, au travers de notre travail, on devient lié à des méthodes, des approches, des outils, des techniques qui, avec qui on s'identifie et parfois le processus scientifique nous requiert de mettre à jour ces connaissances et de parfois abandonner ou de changer de position ou de perspective sur un certain aspect de ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de questions qui arrivent avec ça, euh, mais je pense c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut travailler et sur lequel il faut travailler. Et j'aime bien essayer de toujours, quand j'ai une hypothèse, quand j'ai quelque chose que je pense être solide, euh, je suis toujours extrêmement ouvert à des perspectives ou des idées ou des informations qui remettraient en cause ce que je pense être vrai ou juste. Parce que moi, qu'est-ce que ça m'aide à faire? Ça m'aide à mettre à jour mon modèle, ma compréhension des choses, ma perspective, et on l'espère, hein, de pouvoir mieux travailler ensuite. Donc les choses, elles changent au cours du temps. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc quand on trouve quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, il faut certes l'aborder avec un esprit critique, et il ne faut pas euh, throw the baby out with the bathwater, comme on dit. Il ne faut pas simplement se débarrasser de tout ce qu'on sait. Bonjour. Euh, mais il faut donner du poids aux choses qu'on ne savait pas avant, qu'on ne connaissait pas avant, qu'on ne comprenait pas avant, euh, et voir à quel point ça influence notre modèle actuel ou notre perspective actuelle. Le cas pratique d'aujourd'hui, pour moi, c'est l'indice du DFA alpha 1, qui est, qui était, qui est peut-être encore, mais beaucoup moins en tout cas pour moi, euh, qui était un indice extrêmement intéressant et extrêmement pratique, une manière extrêmement pratique de quantifier les intensités de travail, euh, soit en temps réel, soit en différé, soit après une séance, par exemple, revue d'intensité d'entraînement. Ce qui est ressorti d'une séance que j'ai fait hier, c'est que, tout simplement, ce qui n'est pas très surprenant en fait, mais j'avais juste jamais vu de données à ce sujet, c'est que même à vitesse constante, même à puissance constante sur le vélo, un changement de fréquence respiratoire a un profond impact sur ce DFA alpha. Encore une fois, c'est pas si surprenant que ça si on pense au niveau physiologique et au niveau théorique, dans le sens où on sait que le système nerveux autonome est intimement lié à la respiration ou vice-versa. Et que au travers de la façon dont on respire, on peut influencer notre système nerveux autonome, notre équilibre sympathique. Et donc, même sans voir de changement de fréquence cardiaque, simplement en changeant la façon dont on respire, on va avoir une influence sur notre système nerveux. Et donc, c'est ce que j'ai vu, et je t'invite à aller voir mon autre vidéo un peu plus technique sur ces données-là que j'ai collectées hier, si ça t'intéresse, au sujet du DFA. Euh, mais dès que j'ai vu ça, et dès que j'ai vu, parce que du coup, la séance, je l'ai faite avec une app que je suis en train de tester en bêta qui te permet de voir le Alpha 1 en direct, qui est une app qui s'appelle Endurance Alpha 1, qui est une très très chouette application, qui fonctionne très très bien. Et j'étais sur le vélo et je faisais mon 170 watts et j'étais à 15 respirations minutes. Il était très haut mon alpha 1, il était au-dessus de 1, alors que 170 watts c'est juste en dessous de mon premier seuil, donc normalement j'aurais dû être théoriquement juste en dessous de 0,75. Et je me suis dit, allez, on va essayer. Et d'un coup, tout en restant à 170 watts, je suis monté à 25 respirations minutes. Et là, boum, le DFA il tombe. Mais il tombe sévère. Il passe de 1,1, 1,2 à 0,6. Et j'ai dit, ouf, ok, qu'est-ce qui se passe? Je respire à 25 respirations minutes pendant 5 minutes. Ensuite, je repasse à 15 respirations minutes. Boum, le DFA remonte. Ah, bon.
bah, du coup, et j'ai refait encore un segment comme ça plus tard, avec le même résultat, avec même une proportionnalité dans le sens où une réponse proportionnelle dans le sens où j'ai hyperventilé encore plus haut. Je montais à 30 respirations minutes, ce qui n'est pas très haut, mais qui était plus haut que le 25 que j'avais fait précédemment. Et là, mon DFA, il est tombé en dessous de 0,5, qui normalement délimite le deuxième seuil théoriquement. Bah, on est embêté parce que là, j'étais toujours à 170 watts. Mon deuxième seuil étant à 280 watts. Donc, donc, eh ben, dès le moment où j'ai vu ça, j'ai pu voir en direct ces changements et je me dois de changer ma perspective sur la question. Alors, j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté à la suite de ça. J'ai fait un post sur Twitter aussi et qui m'ont dit oui, mais, si on dit à l'athlète de ne pas contrôler sa respiration, de ne pas influencer sa respiration pendant l'effort, eh ben, du coup, on aura peut-être un signal qui tient la route. Mais à mon avis, c'est comme la respiration, c'est un peu entre deux chaises parce que autant c'est autonome, c'est automatique, autant tu peux avoir un contrôle volontaire dessus. Et je dirais même que si tu veux optimiser tes performances, tu dois avoir un contrôle sur ta respiration. Euh, donc à mon avis, c'est un peu comme dire ne pense pas à un éléphant rose. Tu vois, c'est déjà trop tard. Donc, étant donné qu'on ne peut pas contrôler ce paramètre de la respiration, eh ben, et vu qu'on va avoir un impact de la respiration sur le DFA alpha 1, ben, on ne peut pas dire que le DFA alpha 1 est une mesure de charge interne. Si cette respiration peut si facilement et si amplement influencer le signal. Donc, même si j'ai fait des vidéos sur le sujet, même si c'est quelque chose que j'utilisais jusqu'à maintenant dans mes tests, même si c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que justement c'était une manière extrêmement pratique de quantifier l'intensité, ben, il semblerait que ce soit vraiment pas aussi fiable que ce qu'on pensait. En tout cas, qu'on ne peut pas le démêler de la fréquence respiratoire ou du pattern respiratoire. Et donc, de ce fait-là, on ne peut pas nécessairement faire confiance à ce signal. Donc, est-ce que je vais encore l'utiliser? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de très bonne raison de le faire. Si ce n'est continuer à collecter des données dessus et de mieux comprendre la relation entre le DFA et la fréquence respiratoire. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais au-delà de ça, c'est important que je remette en considération ce que je pensais savoir. Et peu importe si ça veut dire que, euh, peu importe si ça signifie que, eh ben, ces 2-3 derniers mois, j'ai utilisé une approche qui n'était peut-être pas aussi solide que ce que je pensais. Et ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et si je savais tout, et ben, j'aurais plus besoin de faire mon travail. Mais c'est pas le cas. On apprend tous les jours et c'est important. C'est important d'avoir tort. Et on peut pas, c'est imparable. On va avoir tort, mais c'est important de le mettre en avant pour justement se mettre à jour le plus rapidement possible et aller de l'avant de manière cohérente. Donc, j'attends ton avis sur la question. Quand est-ce que, ou peut-être ma question pour toi, quand est-ce que tu as dû remettre en question quelque chose que tu croyais être vrai auparavant et qu'est-ce que c'était et comment est-ce que tu l'as vécu toi personnellement et professionnellement aussi? Est-ce que tu as dû remettre beaucoup de choses en cause? Ta réponse m'intéresse, je l'attends dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne après-midi, profite du soleil et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.